Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le dollar et le dollar canadien. On va faire une mise à jour, on va essayer de voir ce qui s'est passé cette semaine après les différents chiffres qu'on a eu aux États-Unis et au Canada. Et donc tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors là, on est sur le graphique de l'indice du dollar en 30 minutes. Cette grosse bougie verte qui est là, ça c'était suite aux chiffres d'emploi la semaine passée. NFP, salaire et taux de chômage. On a vu que ces chiffres étaient assez robustes, donc le dollar est parti à la hausse. Cette hausse-là a continué jusqu'à ce niveau de résistance-là. Ensuite, le jeudi, on avait les chiffres d'inflation et les chiffres d'emploi. Dans la précédente vidéo, je détaillais ça. Je détaillais l'impact que ça a eu sur le dollar. Et donc, pour plus de détails, je vous invite à voir cette vidéo-là. Mais globalement, ces chiffres d'inflation-là sont sortis plutôt positifs. Surtout, l'inflation au cœur en variation annuelle. On a vu qu'il est monté à 3,3. C'est quand même, ça reste quand même élevé. Je vous rappelle que l'objectif des banques centrales, c'est que cette inflation-là soit autour de 2%. Mais au même moment, on avait aussi les chiffres d'emploi, les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont sortis plutôt négativement, voilà, au-dessus de ce à quoi on s'attendait. On est sorti à 258 000. Et donc, ces chiffres d'inflation, quand eux, ils sortent positivement, c'est bien pour le dollar. Mais en même temps, les chiffres d'emploi, quand ils sortent et qu'ils sortent assez négativement comme ça, c'est mauvais pour le dollar. Et donc, la réaction qu'on a eue sur le dollar, c'était plutôt ambigu. Mais puisque présentement, on est focus sur l'emploi aux États-Unis, bah, ces chiffres-là vont plus compter. Et donc, on était sur cette bougie-là. Ces chiffres-là sont sortis à 12h30 GMT ici. BST, c'est British Time. Donc, à 12h GMT, on avait ces chiffres-là. Et donc, si vous regardez ici sur le graphique à 12h30, voilà. Premièrement, si vous avez assisté, on est parti premièrement à la hausse. Ensuite, on a buté, on est revenu à la baisse. C'est comme si le dollar a réagi à ces deux chiffres en même temps. On est parti à la hausse suite aux chiffres d'inflation. Et ensuite, on est revenu à la baisse suite aux chiffres d'emploi. Après, quelques temps après, on a vu que Bossic a pris la parole. C'était maxi 2 heures après, il a pris la parole. Je vous montre ce qu'il a dit. Il a dit: je suis prêt à ne pas bouger lors de l'une des deux dernières réunions si les données arrivent comme je l'attends. Ça, c'est une phrase plutôt hawkish et c'est le premier membre de la banque centrale à être sorti pour lâcher cette phrase-là. Ça, c'est très, très, très intéressant. Et donc, quand il a dit ça, puisque c'est hawkish, bah, le dollar ici, on est parti à la hausse après. C'était plus sur cette bougie-là. Il est sorti maximum 2 heures après, je crois. Et donc, la phrase qu'il a lâchée ici, c'est très, très, très intéressant. On va en parler tout à l'heure. Alors, il faut dire qu'aux États-Unis, depuis la dernière réunion du taux d'intérêt, quand on a écouté la conférence de presse, les questions des journalistes, ça, c'était le 18 septembre. Monsieur Powell, dans son discours, on avait l'impression que dans ses propos, au sein de la Fed, tout était rose, c'est-à-dire que tout le monde était d'accord. Je vous rappelle qu'ils ont baissé les taux. Et à cette époque-là, on discutait de est-ce qu'on allait baisser à 50 points de base ou à 25 points de base. Vous voyez, c'était ça en gros le discours. On était sûr qu'on allait avoir baisse de taux. Et donc, on l'écoutait, c'était comme s'il n'y avait pas de débat, comme si tout le monde était aligné, tous les membres de la Fed étaient alignés pour 50 points de base, alors que c'est pas le cas. On va expliquer ça tout à l'heure. Et aussi, il faut dire que Powell, c'est un peu son problème, parce que lui, son rôle, c'est quoi? C'est le président de la Fed. Mais l'un de ses rôles clés, c'est qu'il nous donne, au fait, le sentiment qu'il y a au sein de la Fed. Qu'est-ce que les uns et les autres pensent? Il doit nous donner, au fait, le ton juste du sentiment qui règne, du sentiment qu'il y a eu dans cette réunion-là. Mais quand il est sorti, c'est pas ce qu'il a fait. Donner l'impression comme si tout était rose, tout le monde était d'accord avec les 50 points de base et tout. Vous voyez? Et donc, il a pour habitude de faire ça. Il a pour habitude de faire comme si tout va bien, tout est rose, alors que c'est pas le cas. On a aussi eu le même cas fin d'année passée, vers décembre, où il est sorti pour dire que cette année, il était assez enthousiaste. Cette année, il y aura baisse du taux, etc., etc. Donc, le marché a commencé à apprécier ça, le dollar partait à la baisse. Donc, si vous vous rappelez, au début de cette année, on a commencé à avoir des chiffres contradictoires. Les chiffres d'inflation partaient à la hausse, ça dérivait à la hausse, les chiffres d'emploi dérivaient à la hausse, alors que c'est pas la direction qu'on privilégie pour qu'on commence à baisser les taux. Et donc quand ces chiffres ont commencé à sortir, il y a Bossic aussi qui était sorti à cette époque-là pour calmer un peu le marché, pour dire en gros que le directeur est trop optimiste au fait, vous voyez. Et donc Bossic, généralement, c'est lui qui va donner le ton au marché, c'est lui qui va en gros, dit les termes, quoi. On va pas se cacher. Et donc, c'est ce qui s'est passé aussi le 10 octobre, suite à ces chiffres-là. Il est sorti pour dire que, bon, lui, il est ouvert pour zapper une baisse de taux lors des deux dernières réunions de taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il reste seulement deux réunions de taux d'intérêt aux États-Unis, en novembre et en décembre. Mais quand la Banque centrale est sortie, lors de la dernière réunion, le 18 septembre, elle a dit qu'il y aura encore deux baisses de taux de 50 points de base. 25 points de base pour la réunion de novembre et 25 points de base pour la réunion de décembre. Et donc, Bossic, lui, a dit qu'il est prêt pour zapper une baisse de taux lors de ces deux dernières réunions-là. Et donc, quand c'est comme ça, le dollar, lui, ici, il s'est apprécié un peu, vous voyez. Et donc, Bossic, c'est quelqu'un qui est quand même terre à terre. Bon, il me plaît bien parce que c'est un membre de la Fed qui dit les termes, on va pas se cacher, c'est un membre qui est plutôt hawkish. Mais de temps en temps, comme ça,
il est le premier à sortir pour, mettre les points sur les i, quoi, vous voyez? Et donc je vais vous montrer quand même, ça c'était lors de la dernière réunion de taux d'intérêt. Powell est sorti pour dire que tout le monde dans le comité, voilà, a conclu que c'était, le bon moment pour bouger les taux. Ça, on est d'accord. Et après, il a dit que la décision d'aujourd'hui était supportée largement. Est-ce que c'est vrai? Non, on va voir ça tout à l'heure. Et ensuite, après, il a dit qu'ils ont conclu ensemble que les 50 points de base, c'était la bonne chose. Quand on regarde globalement son discours, on constate que c'est comme si c'était une décision qui était accueillie par tout le monde. Et donc, c'était plutôt dovish. Si on savait que c'était une décision qui était plutôt disputée, et on va voir ça tout à l'heure, bah, le dollar allait plus encore aller à la hausse. Parce qu'il y avait des moments, il y avait des propos disant que c'était pas le cas, au fait. On voulait pas les 50 points de base. On préfère 25. Et donc, aussi, cette semaine, on avait les minutes de la fête. Les minutes de la fête, c'est quoi? J'expliquais ça dans la vidéo de lundi. Les banques centrales, quand elles ont des réunions, il y aura juste le communiqué de presse et tout. Donc, c'est un court rapport. Mais 3 semaines après, on a les minutes de cette décision de taux là. Et donc, on a plus de détails sur ce qui s'est dit, les positions de chacun des membres. Vous voyez. Et donc, on avait ces minutes, on avait plus de détails. Et donc, ici, c'est dit que certains membres de la Fed auraient préféré 25 points de base de baisse. Vous voyez. Quand on lit le rapport détaillé, les minutes de la Fed par rapport à ce que Powell a dit 3 semaines avant, c'est pas juste, quoi. Et donc, je trouve qu'il aime trop lisser les choses et c'est trop son habitude, au fait. Je vais vous montrer un graphique ici. Ça, c'est Bloomberg qui a fait sortir ça. Vous voyez ces barres-là, ces histogrammes-là. Ça montre un peu le sentiment lors des réunions. C'est-à-dire que, est-ce que c'était plutôt le débat était plutôt hawkish ou dovish? On voit que pour cette réunion du 18 septembre, ici, en rose, ce sont les phrases, le sentiment plutôt hawkish et en bleu, c'est dovish. Vous voyez que la ligne de tendance là, elle était tendue plutôt vers le sentiment hawkish. Ça veut dire que c'était plus débattu que ça, au fait. Si on doit baisser à 25 points de base, 50 points de base, le ton le plus hawkish sera les 25 points de base. Et donc, on voit que c'était plutôt hawkish. Mais quand Powell est sorti, on n'avait pas du tout ce sentiment-là. On avait le sentiment que c'était, voilà, tout le monde était aligné pour les 50 points de base, etc. Vous voyez. Et donc, je trouvais que c'était très nécessaire de noter ça pour nous qui tradons le Forex. Et donc, c'est ce que Bloomberg a résumé ici. Ce graphique a montré qu'il y avait un débat robuste, au fait, au niveau de la taille des baisses de taux qu'on aurait dû avoir le 18 septembre. Et donc ça, c'est l'utilité des minutes au fait des banques centrales. Ça nous donne un peu la vérité au fait, tout simplement. Et donc, si vous voyez que si on regarde vraiment attentivement, c'est plus haussier pour le dollar. Parce que s'il y a plus de membres qui sont hawkish, qui n'étaient pas d'accord pour les 50 points de base, bah c'est hawkish pour le dollar. Parce que les 25 points de base, c'est le scénario le plus hawkish. Et donc, suite à tout ça, vous allez voir qu'ici, le marché a commencé à repricer. Vous voyez ici, on est à moins 45 d'ici la fin de cette année. Si la Fed a dit 50, et qu'on commence à avoir des signes contradictoires. La discussion était plutôt disputée, c'était pas forcément à 100% 50 points de base. On voit aussi qu'il y a des chiffres d'inflation ici, vous voyez, surtout l'inflation cœur qui est toujours résistant ici. Vous voyez, on a 3,3. C'est vrai que globalement, la tendance est baissière, mais on voit que ça reste toujours robuste. Des mois à un autre, on n'a pas vraiment évolué. Vous voyez, on a même légèrement augmenté. Si on regarde aussi les chiffres PPI, le PPI, c'est quoi? C'est l'indice des prix à la production. On les a eu le vendredi aux États-Unis. En fait, ça montre quoi? Ça montre comment est-ce que les entreprises achètent le prix des intrants. Si on voit que ces chiffres-là augmentent, ça veut dire qu'ils vont vendre forcément les produits chers. Si tu achètes les intrants, les matières premières chères, bah, tu vas vendre aussi cher tes produits. Et donc, en fait, le PPI, c'est un indicateur avancé. On a vu que le corps PPI en variation annuelle, il est monté à 2,8. Globalement, ça baisse, mais on voit que les composants de cœur sont quand même robustes. Vous voyez. Et donc, quand on voit tout ça, le marché, lui, il a vu que les minutes n'étaient pas en accord avec ce que Powell a dit. On voit que ça, c'est cette semaine, hein. On voit qu'il y a des chiffres qui sortent, qui ne favorisent pas forcément une baisse de taux en novembre. Donc, Bostic, lui, il est sorti. Il a dit que bon, lui, il est prêt à ce qu'on zappe une réunion, voilà, une baisse dans l'une des prochaines réunions, soit en novembre, soit en décembre. Et donc, le marché est en accord avec ça. Et donc, pour l'instant, vous voyez que on a moins 45 ici. C'est-à-dire qu'on commence à price out les 50. Vous voyez qu'on a moins 22 ici. On price out les 25 pour une base de baisse. Vous voyez, suite à tout ce qu'on a eu cette semaine. Donc, vous voyez que le marché est très attentif aux chiffres. Et quand vous regardez les probabilités, vous voyez que ces probabilités ne sont plus à 100%. Et donc, quand on regarde tout ça, on voit que c'est plus haussier pour le dollar. Moi, ça me conforte dans ma vie haussière. Parce que si les probabilités de baisser, les taux baissent, et qu'on entend le price out, les baisses de taux aux États-Unis, bah, c'est haussier pour le dollar. Et donc, cette analyse que je viens de faire, tout ça, c'est au fait pour conclure que moi, ça me conforte dans ma vie aussi. Je suis toujours aussi sur le dollar. Si un membre de la Fed qui est sorti pour dire que pour lui, on peut zapper une des réunions, il est ouvert pour ça, bah, ça me conforte encore dans ma vie haussière du dollar. Le marché presse out petit à petit les 50 points de base, même lors de la prochaine réunion de novembre. On est à moins 22 ici. Et donc, au fur et à mesure que ça diminue, c'est aussi pour le dollar. Vous voyez? Et donc, moi, ça me conforte dans ma vie. Mais mon avis actuellement, c'est que c'est encore trop tôt pour dire qu'on ne va pas baisser les taux en novembre.
C'est encore loin novembre. On a encore des chiffres qui vont sortir d'ici là. Je vous rappelle que tout ça, c'est seulement en une semaine, vous voyez? Et donc, en une semaine, regardez tout ce qui s'est passé et regardez toutes les interprétations que le marché a fait. Et donc d'ici là, à novembre, bah, c'est encore loin, c'est jusqu'au 7 novembre. Et donc il y a des chiffres qui vont sortir. Non, pour moi, c'est encore trop tôt de dire qu'on ne va pas baisser les taux en novembre. Mais ma vue est toujours haussière sur le dollar. Et donc maintenant, on passe au dollar canadien. On va revenir rapidement sur les chiffres qu'on a eu, les chiffres d'emploi le vendredi au Canada. Dans ma précédente vidéo, je faisais l'analyse fondamentale du dollar canadien et ma vue était plutôt baissière sur le dollar canadien. Et donc je disais que même si ces chiffres-là sortaient solidement, bah moi, ça ne m'intéressait pas de rentrer. Même si on allait avoir une réaction, moi, ça ne m'intéressait pas d'acheter du dollar canadien. Et donc ces chiffres-là sont sortis plutôt positifs. Par exemple, ici, le taux de chômage ici, unemployment rate, on était à 6,6 avant. Le marché s'attendait à 6,7 à ce que le taux de chômage augmente, mais on est plutôt sorti à 6,5. Ça, c'est bien, vous voyez. Le taux de chômage, lui, il est bien quand il descend. D'ailleurs, le taux de chômage présentement au Canada, c'est un problème. Le gouverneur de la Banque centrale du Canada l'a récemment noté quand il est passé à Londres. Au niveau des chiffres d'emploi eux-mêmes, ici, on était à 22 000, on s'attendait à 27 000 emplois créés, mais on est sorti à 46 000, et donc ça, c'est bien. Ensuite, au Canada, un peu comme en Australie aussi, quand on regarde les chiffres d'emploi, faut mettre aussi l'accent sur le full-time employment et le part-time employment. En fait, qu'est-ce que c'est? Le full-time, ce sont les emplois créés à temps plein, quoi. C'est-à-dire que vous êtes employé un peu comme les CDI, vous voyez? Alors que le part-time employment, bah, ce sont des jobs, de temps en temps, à temps partiel, quoi. Et donc on a les chiffres d'emploi ici, même s'ils sont solides, il faut quand même jeter un œil au niveau du part-time et du full-time. Si on a beaucoup de full-time qui sont créés, je prends un exemple, si on a 10 emplois qui sont créés et parmi les 10 emplois, on a 6 ou 7 qui sont full-time, bah, c'est encore mieux que si la majorité des 10 emplois créés, c'était, des emplois à temps partiel, quoi, vous voyez? Donc on a vu qu'on a une solide hausse quand même au niveau des full-time employment. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment monté sévèrement. On n'a pas eu ces niveaux-là, ça fait assez longtemps, quand vous regardez l'historique. Et donc ça, c'était très intéressant. Et donc ce à quoi on s'attendait naturellement, c'est que le dollar canadien parte à l'hausse. C'est qu'on ait une réaction haussière sur le dollar canadien. Mais personnellement, ça ne m'intéresse pas de rentrer. Je vais vous montrer la réaction. Voilà, ici, c'est cette bougie verte-là qu'on a eu à 12h30. La réaction qu'on a eue sur le dollar canadien, on est parti à la hausse. Mais la réaction était limitée par le pétrole. Depuis le début de la session européenne, jusqu'à la sortie de ces chiffres d'emploi là, au Canada, le pétrole, il baissait au fait. Il n'était pas en bonne position sur la journée. Et donc, ça plombait aussi le dollar canadien. Et donc, la hausse, ça a été, on a eu une hausse, mais ça a été limité. Après, on est reparti à la baisse. Et donc, moi, je suis pas entré, je favorise les ventes sur le dollar canadien. Et donc, je suis toujours dans mes positions sur le dollar canadien. Et même tout à l'heure, je lisais un article disant que les entreprises canadiennes, au fait, continuent de constater une demande faible. Et elles pensent que cela sera stimulé très prochainement par les baisses de taux que la Banque centrale du Canada va effectuer. Vous voyez? Et donc, on compte beaucoup vraiment sur les baisses de taux au Canada. Et donc, potentiellement, eux, ils espèrent qu'on baisse plus les taux pour booster les ventes. Parce que si les taux sont plus baissés, bah, les gens auront du pouvoir d'achat et ils pourront consommer plus. Et donc, eux, ça va les arranger. Et donc, je lisais cet article avant de faire cette vidéo. Et donc, présentement, on a plus de 36% de chances qu'on baisse les taux à 50 points de base au Canada. Et ces probabilités ont augmenté. Présentement, c'est plus du 50%. 50% de chances qu'on baisse à 50 points de base. Et donc, on sait comme ça, quand le marché commence à pricer ça, à intégrer ça, le dollar canadien, lui, continue sa baisse, tout simplement. Et donc, je suis toujours baissier sur le dollar canadien. On est bientôt au plus bas ici. Voilà. Et donc, il y a encore de la marge pour baisser sur le dollar canadien.